Bonjour et bienvenue dans M-Story, présenté par l'équipe de Lifestyle. Cela faisait quand même plusieurs mois, presque 10 mois que nous ne nous étions pas retrouvés pour retrouver l'histoire de Microsoft. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes, je crois, le 13 octobre 2019. J'ai avec moi Florian, alias Flobo, aux manettes de la réalisation de l'épisode, et Christophe qui est là. Bonjour messieurs. Salut Christophe, ça va ? Ça va très bien, j'ai hâte là, que ça commence. C'est super, un super épisode ça. Et à côté de toi, Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut. Bon, ça fait un bon moment. On va se remettre dans le vif du sujet. Ça va être un peu violent au début, mais je pense qu'il faut que les gens regardent la fin de l'épisode d'avant pour reprendre le fil. Alors, juste pour vous rappeler, M-Story, c'est l'histoire de Microsoft racontée par nous, notamment par Flobo, qui a repris l'histoire de Microsoft et qui nous distille ces informations avec un petit peu de malice. Il nous fait patienter quand même, le bougre, et de poésie, pourquoi pas. Non, plus sérieusement, on s'était arrêté à l'épisode précédent. On vous avait parlé de l'arrivée de Windows 95, l'épisode qui s'appelait De Kero à Chicago. Et on s'était arrêté là avec cette sortie de Windows 95. Et je pense que Flobo, ça va être le moment où tu vas repartir, tu vas nous rappeler où nous étions. Et on va avancer un petit peu. Je crois qu'on ne va pas avancer beaucoup dans le temps, mais il y aura quand même pas mal d'événements, si j'ai bien compris. Oui, on va un peu reprendre doucement et mettre un peu en situation ce qui se passe chez Microsoft au milieu des années 90 et ce qui va changer, parce que jusqu'ici, quand même, on était surtout sur l'histoire de Windows en tant que système d'exploitation. Microsoft était en train de se battre contre IBM pour faire de Windows le système d'exploitation par défaut des PC. Maintenant, c'est chose faite et on va passer à l'histoire vraiment... on arrive à une autre époque où les challenges ne vont plus du tout être les mêmes. On a l'arrivée du web qui va changer tout et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord. Alors, avec quoi on commence ? Donc, on va reprendre là où on s'était arrêté à la fin de l'épisode précédent, donc avec le lancement de Windows 95. Donc, on est en 1995. Il faut se rappeler qu'il y a eu 10 ans de guerre entre Microsoft et IBM pour savoir qui allait diriger le PC. Est-ce que ça allait être IBM ? Est-ce que ça allait être Microsoft ? Au final, Microsoft a gagné. À l'époque, OS2 est complètement mort. On s'en rappelle, on en avait parlé à l'épisode d'avant. L'OS d'IBM est quasiment abandonné, il est fini. Windows 95 a gagné à tous les niveaux. Windows 95, c'était censé être un OS de transition. À l'origine, Microsoft espérait que le Windows, ce serait un Windows basé sur Windows NT, le Windows multiplateforme du futur. Mais celui-ci étant trop gourmand pour les PC de l'époque, ils ont fait une sorte de Windows hybride qui était Windows 95. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il se basait encore en partie sur DOS, mais il amenait une partie de Windows NT dans Windows, notamment tout ce qui était Win32. C'était un Windows temporaire en attendant que les PC soient assez puissants pour passer sous Windows NT, mais ce fut un succès quand même. Oui. Windows 95. C'est quand même une révolution entre les vieilles fenêtres que l'on avait et que l'on ouvrait manuellement, et puis cette interface qui avait une cohérence graphique totale. Et voilà, justement, donc cette interface, pour rappeler un peu ce qui s'était passé dans l'épisode précédent, à l'origine, elle devait être prévue pour la nouvelle version de Windows NT, qui devait être le projet Kero. Mais Windows NT étant trop lourd, ils ont fait donc sur Windows 95 à part. Windows 95 a récupéré la nouvelle interface, et donc une grande partie des nouveautés qui devaient être pour Windows NT sont arrivées dans Windows 95. Donc ça a provoqué, il y a eu une séparation de deux teams Windows, avec la team Windows NT d'un côté et la team Windows 95, et il y avait pas mal de conflits déjà entre les différentes teams à l'époque. Donc Windows est vraiment le standard à l'époque, on le récupère dès qu'on achète un PC, il est sous Windows. Il y a quand même une petite exception, il y a le début des distributions Linux. Alors on se souvient, Unix avait été le standard des ordinateurs centraux. Pour les universités et grosses entreprises. Beaucoup pensaient qu'il serait à terme le standard des PC également. Microsoft aussi. Microsoft avait fait son Unix avec Xenix à l'époque. Oui. AT&T avait récupéré les droits de faire un Unix commercial et Microsoft donc avait abandonné le projet et s'était passé justement sur Windows à 100% à la place. Mais certains voulaient quand même avoir un Unix sur PC. Donc, il y a eu la Free Software Foundation de Richard Stallman qui avait commencé à faire le projet GNU, qui était l'idée de créer un équivalent à Unix libre sur PC. Ils avaient tout fait sauf le noyau. Et c'est là où Linus Torvald est arrivé donc en 1993 à ajouter un noyau à GNU et à créer Linux, ce qui a créé donc la seule petite alternative à Windows sur les PC, qui est donc cet OS gratuit basé sur Unix, Linux, qui fait pas d'ombre à Microsoft, hein, c'est pour les geeks, c'est pour quelques
quelques initiés qui sont, réfractaires, j'imagine, un peu rares pour l'instant. mais il n'y a pas grand monde qui va s'en servir. Mais néanmoins, malgré ça, le Windows 95 influe également énormément Linux, car si on peut regarder à quoi ressemblent les premières distributions Linux, eh ben, on voit qu'ils reprennent l'idée du bureau Windows. Tu peux mettre la slide derrière. Bien sûr. On peut voir, par exemple, j'ai mis des premières distributions Linux de 1996, je crois. On peut voir qu'évidemment, ils reprennent un peu le concept de la barre des tâches, des fenêtres, de la cistrée en bas à droite. En fait, l'interface... que les multibureaux, quoi, qui sont différents. Oui, voilà. Mais de fait, l'interface de Windows 95 devient l'interface des ordinateurs par défaut. On disait, ils n'ont pas forcément copié sur Windows 95. Les autres systèmes en place à l'époque, les 1632 bits, c'était déjà ça depuis longtemps, comme les Mac. Oui, ils n'ont pas copié sur Windows. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, on était déjà avec des icônes et des barres. La barre des tâches et le concept d'avoir des fenêtres, les fenêtres ouvertes dans la cistrée en bas, c'est pas dans la cistrée, dans la barre des tâches en bas, c'est quelque chose qui est arrivé avec Windows 95. Ça. Et c'est ça qui a été repris par la plupart des distributions derrière. Après, bon, là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple parce que j'avais pas fait attention. En fait, j'aurais dû prendre un où c'était vraiment des fenêtres ouvertes et pas des multibureaux. J'ai pas fait attention parce que j'ai mis mon screenshot tout à l'heure. C'est pas grave. Donc voilà, bon, à part ce petit CC distribution Linux, Windows 95 est devenu le navigateur par défaut, donc des PC. Le petit problème avec Windows 95, c'est qu'il n'était pas du tout prévu pour Internet, quasiment pas, pour le web. Et alors que le web, en 1995, c'est le moment où ça commence à exploser. Alors, pour l'année précédente, 94. Pardon ? Le web grand public, c'est 94. Le web grand public, ça peut être même 93 si on veut. Enfin bon, bref, c'est on va pas chipoter. On va chipoter. Ouais. Donc juste rapidement, qu'est-ce que c'était que Internet et le web ? Eh bien, jusqu'ici, pour faire des communications entre les ordinateurs, avant Internet, eh bien, il fallait avoir une ligne de connexion entre les deux appareils permanente et fixe. C'est-à-dire que vous imaginez bien, par exemple, si on essayait de se connecter à un ordinateur au bout du monde, il fallait que quelqu'un ait vraiment connecté donc, des lignes téléphoniques les unes avec les autres entre les deux PC. C'est un peu ce qu'on voyait dans les vieux films où il y a quelqu'un, l'opératrice qui connecte un téléphone. Oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, bien sûr. Que si on a le faisceau qui coupe à un moment, eh ben, la connexion est perdue. Avec ce qui a été inventé d'abord dans les années 60 pour contrer cela, pardon. C'était pour ARPANET que ça a été inventé. Pour ARPANET, c'est le packet switching d'abord. Donc c'est-à-dire que plutôt qu'envoyer donc les informations que par un seul faisceau ouvert en permanence, on va lui dire passe n'importe où dans le réseau. Tant que ça arrive au bout, c'est pas un problème. Donc tant qu'on récupère les informations en temps et en heure, eh ben, on va pouvoir récupérer l'info et ça va fonctionner. Ce qui va permettre de créer les premiers réseaux informatiques. Donc ça c'est la slide que l'on voit actuellement. Oui, c'est le packet on a les paquets qui suivent différents paquets. Différents trajets, pardon. Oui, voilà. À partir de ça, donc, le gouvernement des États-Unis va créer donc, le réseau ARPANET. Donc, ce réseau avait été créé à l'époque pour pouvoir résister à une attaque nucléaire. Par exemple, si les lignes téléphoniques commencent à avoir des gros problèmes pour qu'on puisse communiquer quand même d'une façon ou d'une autre. Donc, justement, avec le packet switching, on passera. Si on ne peut pas passer par là, on passera par ailleurs. Et pour cela, ils vont créer donc, le protocole NCP en 1969. Donc, c'est le premier protocole Internet, l'ancêtre de TCP. D'autres réseaux suivront dans les années 80. Ils ne suivront pas tous la même architecture et le même protocole que l'ARPANET. C'est pour ça qu'il sera créé un autre protocole, TCP/IP, qui deviendra le protocole standard d'Internet. Ce protocole peut fonctionner sur l'ARPANET et sur les autres réseaux. Donc il va permettre de connecter tous ces réseaux en un seul réseau qui sera Internet. D'accord. Voilà. De plus en plus de réseaux vont se connecter donc, à l'ARPANET. Ça va créer l'Internet moderne. On va créer plein d'applications pour Internet. Les emails, par exemple, POP, SMTP, les newsgroups, NMTP, la transmission de fichiers par FTP. Mais pour l'instant, il manque encore quelque chose. Il manque le web. Mais oui, le web. Mais où il est le web? Le web arrive au début des années 90. D'accord. Donc, juste pour finir, donc, à l'origine, ces réseaux Internet sont destinés à usage non commercial. Par exemple, un des grands réseaux qui était connecté à l'ARPANET, c'était le NSFSNet, qui était le réseau des universités américaines. À l'origine, en 1986, il créait donc un réseau qui connecte les universités américaines en 56K, en 91 en T1, 1,5 mégabits, et en T3 en 92, qui doit faire 3 mégabits de mémoire, ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Un truc génial pour l'époque, c'était vraiment des débits de dingue. Donc,
En 1992, le Congrès des États-Unis décide d'autoriser l'utilisation commerciale d'Internet, c'est-à-dire que chaque nœud d'interconnexion va devenir indépendant et va devoir un peu gagner de l'argent lui-même. Donc, ils vont proposer aux gens d'héberger des sites web, de se connecter à des FAI qui se connecteront à des particuliers via des lignes téléphoniques. Et donc, c'est ainsi qu'Internet moderne a été créé pour dire d'accéder à plus je parle en anglais, customer, consommateur de clients. Oui, de clients possibles. Il faut se connecter au plus de monde possible. Et donc, ils vont essayer de se connecter de plus en plus. Les réseaux vont se connecter de plus en plus les uns aux autres. Ça va créer l'Internet commercial moderne. Donc, sur ce réseau Internet moderne, le web est créé en 1989 et les premiers sites arrivent en 1992. Donc, ça va tout changer. Pardon. Oui, ça va tout changer. Très rapidement, le web devient vraiment la partie la plus importante d'Internet. Et évidemment, on accède au web avec des navigateurs. Sur Windows, le navigateur qui devient le plus utilisé pour accéder sur le web, c'est Netscape. En février 1994, on a le jeune Steven Sinofsky, dont on va parler beaucoup dans les épisodes suivants, qui est alors un assistant de Bill Gates, qui remarque sur le campus de l'université de Cornell que les étudiants, ils sont sur leur PC avec Windows, mais ils n'utilisent pas les applications Windows, ils sont tous sur leur navigateur à aller chercher des choses sur le web. Et il se dit que c'est quand même embêtant pour Microsoft que la plupart des jeunes, plutôt que d'utiliser des applications classiques, eh bien, ils utilisent seulement leur PC pour lancer le navigateur. Donc il se dit que Microsoft va peut-être se tourner un petit peu sur le web. À l'époque, pour Windows 95, on avait prévu de se connecter un peu à Internet, mais pas au web. Le web, Microsoft n'avait pas du tout en vision pour l'instant. Ils avaient décidé de créer leur propre réseau Internet, donc le Microsoft Network, MSN. Qui existe encore. Oui. Ça allait être un réseau payant, c'est-à-dire les utilisateurs paieraient tous les mois leur connexion à MSN. Il faudrait qu'ils aient déjà leur connexion Internet et qu'ils payent tous les mois leur connexion à MSN. C'était AOL, ça. Pardon, c'était pire qu'AOL. Oui, c'est pire qu'AOL, voilà. Et à partir de ça, ils auront accès donc à MSN de Microsoft. Alors, MSN, qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose qui était prévu depuis le début du projet Kero. Ça devait être la partie connectée au web, j'allais dire Internet, connectée à Internet, j'allais dire au web, c'est pas le web justement, connectée à Internet de Microsoft. C'est ce qui devait permettre d'amener des contenus multimédia d'Internet sur Windows, mais sans utiliser le web. C'est-à-dire que Microsoft développait ses propres protocoles, ses propres applications pour tout. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui. C'est là où on sent un petit peu le côté sectaire et le côté... Voilà. Tout se referme. Après il y avait pas le web n'était pas encore si important que ça. Donc, par exemple, là, on voit des exemples sur la slide derrière. On a donc, par exemple, à gauche, un petit forum que Microsoft avait créé. Donc, ils avaient créé leur propre système de forum avec une application pour MSN qui permettait de discuter avec d'autres personnes. À droite, on a une autre image où cette fois, c'était une sorte de site de news, même si ce n'était pas un site parce que ce n'était pas sur le web, mais c'était une application de news par Internet sur MSN. Et ça fonctionnait comme ça. Microsoft proposait ses services payants par MSN avec un système Microsoft propriétaire plutôt que passer sur les standards libres du web. Et pour certaines personnes, dont Sinofsky et d'autres chez Microsoft, c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'ils se rendent compte que les gens utilisent de plus en plus le web. Alors, il y a une petite équipe au début de 5 personnes qui est autorisée à un peu jouer, essayer d'aller voir ce qu'ils peuvent faire avec le web. Microsoft n'y croit pas trop au début. C'est vraiment qu'ils y croient pas ou c'est qu'ils avaient une volonté derrière commerciale de vouloir phagocyter le web? Ils y croient pas trop parce qu'ils ne voient pas trop la façon d'avoir gagné de l'argent avec le web. Ils préfèrent également faire payer leurs services que mettre tout ça gratuitement sur le web, c'est évident. Justement, j'y arrive. C'est une histoire de sous, quoi, finalement. Sur le web, on se fait pas d'argent, donc on se fait notre réseau. C'était un peu ça, même si au début, il y a aussi le fait que le web était très, très mineur au départ. Donc bon, il y a une petite équipe de 5 personnes dirigée par Ben Slivka qui est mise en place à l'été 1994 pour développer le premier navigateur web de Microsoft qui sera compatible avec Windows, qui sera pour Windows justement. Donc c'est un projet vraiment mineur parce que justement Bill Gates ne voit pas comment gagner de l'argent avec le web. Il préfère faire des services Microsoft propriétaires. Donc en parallèle, la même année, Netscape lance sa première version de Netscape pour Windows qui était payante, donc celle qui va devenir donc rapidement le navigateur standard de Windows. Afin de ne pas perdre de temps, Microsoft se dit que plutôt que de développer leur navigateur web entièrement par eux-mêmes, ils vont partir d'un navigateur existant.
À l'époque, il faut bien comprendre que les navigateurs sont payants. Il n'y a pas vraiment de navigateur gratuit. Chaque navigateur, on l'achète. C'est un programme comme un autre. Ouais. C'est quelque chose qui a bien changé depuis. Bah oui. Et il y a une petite compagnie, Spyglass Mosaic, qui elle, fait une sorte de base de navigateur et le vend à d'autres clients pour qu'ils aient juste à ajouter un peu leur skin dessus et en faire leur propre navigateur. D'accord. Voilà. Donc, Microsoft achète une licence de Spyglass pour utiliser le code et le nom le code de ce navigateur. D'accord. Mosaic étant multiplateforme, ils vendent pas que pour Windows, ils vendent vraiment leur code pour toutes les compagnies et tous les OS qu'ils veulent, et il y a plus de 100 compagnies qui sont intéressées. À l'époque, il faut bien comprendre qu'au début, le web, c'est un peu le Far West. Chaque navigateur fait un peu ce qu'il veut, n'utilise pas les balises de la même façon. Et donc, on se dit que ce serait bien de commencer à standardiser tout ça. Et donc, il y a le W3C. Oui, du standard. Il y a le W3C, le World Wide Web Consortium, qui est formé fin 1994 par les grands acteurs du web, dont justement Netscape, Spyglass, qui fait une mosaïque, et Microsoft, qui vont en théorie créer les règles que tous les navigateurs devront suivre pour que tous fonctionnent les uns avec les autres et que tout soit interopérable. Bon. Alors, j'ai une question, Florian. Là, on parle beaucoup de Microsoft, on a parlé de Mosaic. L'autre fournisseur fabricant d'ordinateurs qui est Apple, est-ce qu'ils proposent quelque chose ou pas du tout finalement? Où est-ce qu'ils en sont, eux? Parce que pour l'instant, on les a complètement oubliés. Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout. Apple, à cette époque-là, ils sont un peu au fond du trou, hein, donc je ne sais pas s'ils avaient déjà un navigateur ou pas. Celui qui avait déjà un navigateur, par contre, c'était Next. Next de Steve Jobs. Lui, oui, d'accord. Le web a été développé sur un Next au CERN à l'époque, donc les premiers navigateurs étaient pour Next. Donc eux, je sais qu'ils avaient déjà un navigateur avant. Apple, à l'époque, honnêtement, je crois qu'ils étaient en train de... Tout le monde attend de se demander justement à quelle date ils allaient fermer boutique. La boutique. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, il y a dû en avoir. Hein. Je pense qu'il y a dû y avoir des navigateurs pour Mac. Après, je pense pas que c'était la priorité des développeurs, vu qu'il y avait tellement peu d'utilisateurs. D'utilisateurs sur Mac, ouais. Ok. Merci. Donc, pour revenir à ça, donc on a créé le W3C qui doit créer les standards du web, mais malgré ça, Netscape obéit pas vraiment aux standards du W3C. Ils sont vraiment en position dominante. Netscape est le navigateur le plus utilisé, et ils commencent à prendre leur liberté avec les standards du web. Et le problème, c'est que les nouveautés implémentées par Netscape, qui ne suivent pas les standards, pour les gens, il y a tellement de monde qui utilise Netscape qui considère que c'est normal que ça fonctionne comme ça, et si les autres navigateurs ne fonctionnent pas comme Netscape, c'est considéré comme un bug. C'est un peu le problème qu'on va retrouver avec beaucoup de navigateurs au fil du temps. Dominant depuis trop longtemps. C'est encore ce qu'on a aujourd'hui, hein, c'est la même chose, l'histoire se répète. Oui, on n'apprend pas de nos erreurs, il semblerait. Pour survivre, Spyglass, donc, qui fournit son code à Microsoft, doit rendre son code compatible avec les balises non standards de Netscape. Et donc, les standards du web ont même pas encore 1 an, et déjà, ils sont plus vraiment respectés, donc ça commence tout de suite. Ça commence mal. Voilà. Donc, début 1995, l'équipe de Spyglass travaille avec les équipes de Windows 95 afin d'assurer quand même un support web minimum dans Windows 95. Il n'y aura pas de navigateur web à la sortie, mais ils veulent quand même faire un support minimal parce qu'ils savent que ça pourrait devenir important par la suite. Au final, l'OS sera capable de se connecter à un réseau en TCP/IP, comme Windows 3 avant, NT3 avant lui, et Word 95 pourra enregistrer des documents en HTML, en page web. D'accord, oui. Minimum. Oh là là. Et tu sais quoi? J'ai fait mon premier site web avec Word et j'ai honte maintenant. Et beaucoup de monde a fait ça. Mais bon, à l'époque, c'était facile. Et ensuite, il y a eu FrontPage. Vous l'avez connu? Oui, mais alors il fallait une version particulière quand même d'Office pour avoir FrontPage. Enfin voilà. Ouais. Alors, on te rend la main, Florian. Oui, avec Windows 95, donc Internet Explorer, le navigateur de Microsoft basé sur Spyglass n'est pas encore disponible, mais il arrivera un peu plus tard avec avec Microsoft Plus, qui est une extension à Windows 95 qui amène des fonctionnalités supplémentaires, des thèmes par exemple, et également le nouveau navigateur. En parallèle, ce qui est disponible directement avec Windows 95, par contre, c'est le service MSN. Alors, le service MSN, c'est un échec complet. Hein. Les gens qui savent déjà que un navigateur web Microsoft arrive et que d'autres navigateurs, et avec d'autres navigateurs qui sont déjà dispo, ne voient pas l'intérêt de payer pour ce qui va être gratuit à côté. Ce qui est compréhensible. Pardon, j'ai zappé le slide. Oui. Donc, désolé, j'ai zappé ça. Donc, voici
la petite boîte de Microsoft Plus. Donc Microsoft Plus, c'était vendu en boîte. Hein. À l'époque, il faut bien comprendre qu'on n'achetait pas ça sur Internet. Hein. Justement, Internet, c'était encore le début. Donc les gens voulaient Internet Explorer, ils achetaient Microsoft Plus, ils avaient quelques thèmes pour Windows, des nouvelles et Internet Explorer au passage. C'était vraiment bien en fait, c'était sympa, hein. Vous l'avez connu au bureau, nous on l'avait mis ça à l'époque, Microsoft Plus. Bon, c'était plein de sons. Tu personnalisais en fait, c'était pas pour le navigateur en soi hein, qu'on le mettait, mais c'était surtout pour les thèmes. Et ça coûtait combien à peu près? Non, je suis incapable de dire combien ça coûtait, mais on l'avait et les ISO sont toujours disponibles sur le net, oui. Sans aucun intérêt de les avoir d'ailleurs. Mais ça vous rajoutait des thèmes, des sons, plein de conneries, plein de choses inutiles en fait, mais utiles donc. Et c'était apprécié. Inutile mais indispensable. Inutile mais indispensable, voilà. Ok. Allez, si on continuait de voir ce qu'il est arrivé au web. Donc, Microsoft reverse une partie des ventes de Microsoft Plus à Spyglass, parce qu'évidemment, ça fait partie du contrat qu'ils avaient. C'est un point qui reviendra plus tard. Donc, tu veux dire qu'il va y avoir un conflit là-dessus? Ouais, clairement. Ça, on le sent arriver. Donc jusqu'ici, l'intérêt de Microsoft pour le web reste vraiment minimum, mais c'est sur le point de changer, puisque de plus en plus de choses sont fournies sur le web. Et sur le web, ce qui devient populaire, par exemple, c'est Java. Java propose aux gens de télécharger sa machine virtuelle, et avec la machine virtuelle Java, les gens peuvent coder des programmes en Java qui fonctionneront sur n'importe quelle machine. Ça ne plaît pas beaucoup à Microsoft, qui préférait que plutôt qu'on fasse des programmes pour Java, on fasse des programmes pour Windows. De la même façon, le format PDF devient vraiment le format standard pour échanger des documents sur Internet. Ça ne plaît pas non plus à Microsoft, qui préférait qu'on utilise Office et les formats d'Office pour échanger. Il y avait un format de Microsoft, non? Ah non, mais c'est après le WPS. Et précisons, c'est le XPS. Et précisons que le format PDF n'est pas un format copyright Adobe, hein, comme beaucoup croient. Non. Et c'est bizarre, c'est que toi, c'est très vieux finalement le format PDF, il est très très vieux, mais il est, je trouve, à l'heure actuelle, maintenant, alors encore plus utilisé qu'avant. Je trouve à mon niveau. Hein. Pas vous? Oui. Oui. Si, nous, il y a quasiment toutes les communications, tous les documents qui sont transmis en PDF. Et ça fait pas si longtemps que ça. Si tu veux être sûr que la personne pourra le lire sur du PDF, en fait, c'est un peu la base. C'est resté la base comme ça l'était à l'origine. Ouais. Oui. Donc, clairement. De fait, Bill Gates comprend petit à petit à quel point le web est devenu un point central dans les années à venir et qu'il ne peut pas vraiment se permettre de l'ignorer comme il fait jusqu'à présent. Alors, il envoie un petit mémo à tous ses lieutenants. Le mémo s'appelle The Internet Tidal Wave, donc la vague Internet. D'accord, donc il l'a senti venir celle-là. Bah oui, il dit à ses lieutenants qu'en 10 heures passées sur le web, il n'a pas vu un seul document Word, Excel ou PowerPoint, quasiment pas un programme pour Windows, et il a découvert à quel point il était vraiment facile de partager et de trouver de l'information en ligne, et il pense qu'à terme, les PC, ce sera principalement utilisé pour Internet et pour le web, et que donc, à terme, l'avenir de Microsoft devra passer par le web. C'est bizarre, il avait bien senti venir, ça. Donc, Azure. non, ça c'est l'autre, c'est Monsieur Satya. Donc, Brad Silverberg, qui dirigeait la division qui a développé Windows 95, il commençait déjà, pendant qu'il finissait le développement de Windows 95, à penser au web. À peine le développement de Windows 95 terminé, il propose à Bill Gates un nouveau plan. Alors, il veut d'abord reprendre la division Internet Explorer. Dans un premier temps, il veut d'abord rattraper Netscape en clonant toutes les fonctionnalités de Netscape et en les mettant identiques dans Internet Explorer. Ensuite, atteindre le plus rapidement possible 30% de part de marché en faisant des accords coûteux avec des fournisseurs d'accès Internet comme AOL. C'est-à-dire qu'on va payer AOL pour qu'ils me donnent Internet Explorer à leurs clients. Ouais. On dépense à fin. Et enfin, troisième point, intégrer Internet Explorer dans Windows. C'est-à-dire remplacer entièrement le shell graphique Windows Explorer par Internet Explorer. Ainsi, pour l'utilisateur, aller dans ses documents locaux ou aller sur Internet, ça se fera avec la même application Internet Explorer, qui sera un peu l'interface par défaut de Windows. Ce qui est loin d'être bête, hein. C'est vraiment bien pensé quand même au niveau pour que les gens s'habituent à un produit et pour que ce soit naturel pour eux. Je veux dire, vraiment, le gars avait vraiment bien pensé son truc. Oui. Brad Silverberg était un visionnaire, clairement. Ouais. En tout cas, il savait y faire. Le problème, c'est que on se souvient que la nouvelle interface de Windows qui avait été pensée à l'origine pour Kero, Windows NT, oui. est finalement arrivée sous Windows 95.
Et dans l'accord qu'il y avait entre les équipes Windows 95 et les équipes Windows NT, les équipes qui faisaient le shell Windows, donc l'interface graphique Windows, devaient retourner travailler chez NT une fois Windows 95 fini. Elles étaient juste là temporairement, en théorie, en prêt, on va dire. Le problème, c'est que Bill Gates, approuvant le plan de Brad Silverberg, au final, Brad Silverberg garde le contrôle des équipes qui font le shell Windows, qui vont maintenant être intégrées avec l'équipe qui fait Internet Explorer, afin de faire le nouveau shell qui sera Windows Internet Explorer. D'accord. Ça sent les problèmes et les conflits, non? Évidemment. Du côté de Windows NT, eh ben, ils ne sont pas très contents, parce que ça fait que leur projet Kero est réduit vraiment au minimum. Ils n'ont même plus, il faut bien comprendre, la division Windows principale n'a même plus l'équipe qui fait l'interface Windows chez elle. Elle est dans une autre équipe. Donc bon, ça cause quelques petits soucis. Et donc le projet Kero est réduit vraiment à son minimum. C'est-à-dire qu'ils prennent Windows NT, ils mettent l'interface de Windows 95 dessus, et puis voilà. C'est ce que Windows NT 4 va devenir. D'accord. Et pourtant, Windows NT 4 a duré des années chez les professionnels. Oui, parce que Windows NT 5 il va y avoir quelques problèmes, on verra dans le prochain épisode. D'accord. Voilà. Allez, on va pas trop en dire quand même. Voilà, donc tout ce qui était fonctionnalité avancée qui était prévu pour Kero, si on se rappelle bien, il devait avoir un nouveau système de fichiers OSF, Object File System, où les différents documents devaient interagir les uns avec les autres directement dans le système de fichiers de façon intelligente. Tout ça, c'est repoussé à une version future. Voilà. Et l'intégration de la fusion entre Windows 95 et Windows NT, elle est aussi repoussée à la prochaine version un jour. Et donc, le Windows NT 4 qui sort, comme je dis, c'est un Windows NT, un Windows très stable, avec l'interface de Windows 95, mais bon, qui reste avec les problèmes de Windows NT, très lourd pour les PC de l'époque, et pas compatible avec la plupart des périphériques, drivers utilisés par les gens, donc vraiment seulement pour les professionnels, mais qui ne pourra jamais devenir le Windows standard qui remplace Windows 95 pour l'instant. Ouais, mais qui avait quand même une sacrée réputation de stabilité. Oui, c'est très stable. C'est le futur de Windows. Le problème, c'est qu'il est encore trop tôt pour l'instant. Ouais. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bah oui, évidemment, le fait que la nouvelle équipe de Brad Silverberg, qui s'appelle maintenant Plateforme et Outils Internet, elle soit en charge de développer le futur shell de Windows NT, ça ne plaît pas beaucoup à l'équipe Windows qui est dirigée à l'époque par Jim Allchin. Jim Allchin, voilà, je crois qu'on dit. Ou Allchin, je ne sais même pas trop. Bref, c'est pas grave. Rien que le mot plateforme du nom de l'équipe de Brad Silverberg fait débat. Pour Allchin, la plateforme, ça devrait être Windows et Win32, pas le web. Windows utilise COM, donc Component Object Model, pour permettre à ces applications de communiquer entre elles. Je pense que Christophe va nous donner quelques détails supplémentaires sur ce système. Comme c'est une spécificité qui a été créée par Microsoft et qui décrit comment un programme il peut être vu en tant qu'objet par les autres développeurs. Et donc être utilisé dans leur programme à eux. Être utilisé comme une interface de programmation, pas une interface visuelle. Et en fait, il peut être utilisé dans plein de programmes. À l'époque, c'était VB, c'était le C, il n'y a pas le C#, il y avait le COBOL aussi, on pouvait voir les composants comme ça. Et donc, c'est un composant COM et qui peut être aussi mis à jour sans mettre à jour le programme complet. D'accord? Et on verra tout à l'heure dans l'histoire, les composants COM, ça existe toujours maintenant et c'est vraiment, vraiment pratique au niveau... je ne sais pas si on peut utiliser le mot interopérabilité des logiciels, mais en tout cas, c'est très pratique. D'accord, mais c'est vraiment quelque chose qui s'adresse pour les développeurs, ça, Christophe. Tout à fait. C'est pas pour moi en tant qu'utilisateur lambda. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, évidemment, la team Windows et Jim Allchin espèrent que de plus en plus de gens vont utiliser COM et donc faire des applications pour Windows qui communiqueront les unes avec les autres. Mais Brad Silverberg a d'autres idées. À la conférence PDCU de 1996, il annonce ActiveX, une extension de COM aux pages web. Alors, celles-ci pourront fonctionner comme des applications plus rapidement qu'avec Java et communiquer directement avec Windows. ActiveX, donc ce nouveau composant web, causera bien des soucis à Microsoft par la suite, parce que ça deviendra une grosse faille de sécurité, et bon, ils essaieront de s'en débarrasser, mais bon, ça c'est bien plus tard, 10 ans après. Et là, le navigateur, en fait, ActiveX, en fait, c'est un composant COM, mais c'est, en gros, c'est le navigateur Internet qui est utilisé comme un support, en fait, comme un conteneur, le terme qu'on emploierait à l'heure actuelle. Et petite parenthèse, la suite de cette idée-là d'ActiveX, elle était quand même assez géniale. La suite, ça a été chez Microsoft pour un petit peu faire en vitesse aller dans le futur. C'était en 2007, il y a eu Silverlight, où là, on développait déjà en .NET, et c'était vraiment pas mal. La grosse suite de tout ça, parce que finalement, c'était de faire des applications dans le web, en utilisant le navigateur, c'était une super idée. Bon, les concurrents, ça aura été Flash, Google aussi, ils ont sorti des trucs.
Et là maintenant, tout fraîchement, on va dire, le W3C qu'on parlait tout à l'heure, ils ont annoncé en début 2015, pardonnez-moi, une norme qui s'appellerait le WebAssembly et qui est alors là d'une fraîcheur absolue puisque c'est l'an passé, en 2018, où il y a eu les premiers drafts, les premiers brouillons, enfin les trucs opérationnels, hein, le W3C ne développe pas, mais c'est les autres. Donc ils ont donné leur spécificité aux fabricants. Voilà, si vous faites telle chose de telle façon, vous pouvez dire que vous avez vous répondez au standard WebAssembly. Et là, à l'heure actuelle, un truc où je m'éclate, c'est Blazor, par exemple, où Blazor, en fait, je vais utiliser la WebAssembly. Enfin, moi, je ne m'en rends pas compte, mais quand je code quelque chose, comme un PHP, en fait, ça va être interprété, mon C#, mon code natif va être interprété par le WebAssembly chez le client. Et c'est vraiment génial. Et finalement, initialement, tout ça est parti du COM et d'ActiveX. C'est fou. D'accord. J'adore. Merci Christophe. Je crois qu'on rend la parole à Florian. Et oui. Donc à l'époque, le COM, l'ActiveX, donc le web, c'est quelque chose que Brad Silverberg veut pousser à fond. Et donc dans ses slides à cette conférence, il écrit carrément « Remplaçons Windows par Windows plus le web, remplaçons Win32 par ActiveX ». Donc là, il va loin quand même. Hein. Il dit que le futur, ce ne sera pas Windows, ce sera le web. Et il se fait virer dans la foulée ou pas? Non, il ne se fait pas virer parce qu'il est trop important à l'époque. Mais bon, ça fait grincer des dents chez pas mal de monde chez Microsoft. Malgré le fait que... Je pense que maintenant, plus tard, Christophe vient de dire, on peut dire qu'il avait quand même un peu raison. Ouais. De toute façon, Christophe le dit bien, hein, c'est le web maintenant, le web. Ah oui, c'est ça. C'est le web, il l'avait vu dire. Un peu trop. Voilà. Donc, un soutien attendu à Microsoft, un soutien inattendu à Microsoft ce jour-là, ce sera Steve Jobs. En effet, Steve Jobs est là dans l'assistance et il soutient Microsoft. Il pense que Netscape, qui tente d'imposer ses standards, fait du mal à toute l'industrie. Et l'attitude de Microsoft, en particulier l'équipe de Brad Silverberg, est la bonne et c'est la suivante. La journée se finit par une annonce. Internet Explorer deviendra le navigateur officiel conseillé par AOL et ses services. AOL étant le plus grand FAI des États-Unis, ça va permettre à Internet Explorer de monter en part de marché très rapidement. Je crois que Christophe voulait prendre la main. Ouais, non mais rappelez-vous, AOL, nous étions aussi en Europe, en France en tout cas, balancés de CD-ROM gratuits où tu avais de 50 heures. Oui, non, mais tu avais tout ça. Non. AOL, c'était le fournisseur d'accès avec des déconnexions illimitées. En 97 ou 98, je ne sais plus, ils avaient fait une offre à 99 francs pour connexion illimitée. En fait, avec déconnexion illimitée, quoi. Une fois que tu avais fait 60 heures, c'est bon, tu savais que toutes les 10 minutes, ça coupait. Oui, c'était un pénible. C'était ça, mais c'était le début du web, rappelez-vous, et vous pouviez avoir Internet Explorer qui était dessus, vous aviez plein de shareware, de freeware, parce que c'était l'époque de ces trucs-là. Hein, et c'était bien quand même. Et puis après, en France, quelques années par la suite, la même opération, en fait, je veux dire commerciale, ça a été Free, qui a fait plus ou moins la même chose. Entre-temps, on a eu Symfony, on a eu plein de CD-ROM, on était balancé de tous ces trucs-là. Allez, Wanadu aussi, comme ils en ont envoyé Wanadu de CD-ROM. Eureka, ouais, c'était les années folles du début du web. Allez, reprenons. Ouais. Allez. Bon. En échange de cet accord avec AOL, Microsoft affichera une pub pour AOL sur le bureau Windows aux États-Unis. C'est pas rien quand même, hein, parce qu'une pub pour AOL directement, c'est-à-dire qu'on aura une petite icône se connecter à Internet avec AOL sur tous les ordinateurs Windows 95 vendus. Je me demande, je crois que c'était pareil en France à une époque, non? On n'a pas eu ça? Moi, ça me dit rien. Si. On avait MSN Network sur notre bureau, mais en fait, c'était ça. Et c'était pas pour AOL. Oui. Je veux dire, on savait même pas ce que c'était cette icône qui vous échappait dès le départ, quoi. Ce que tu parlais tout à l'heure, MSN Network, est-ce qu'en France on était le client? Non. Je pense pas qu'on l'ait eu en France. Mais on l'a eu tout le temps sur notre bureau, ce truc-là. Si, on l'avait sur le bureau. Oui, mais c'était pas la première version. Je pense pas. C'était la version pour le web. Ensuite, c'était pas la première version non web, je pense. D'accord, peut-être. Après, il faut voir. Faudrait quelqu'un qui ait eu Internet en France à la sortie de Windows 95 qui nous le dise. Malheureusement, c'était pas le cas pour moi. J'en ai eu un. Donc, je suis arrivé sur le web qu'en 97. Microsoft, dans l'accord avec AOL, en plus, Microsoft fournira le code Internet Explorer à AOL pour qu'ils puissent customiser leur version. Ils pourront remplacer les logos Windows et Internet Explorer par des logos AOL. C'est quelque chose que AOL avait demandé à Netscape et que Netscape leur avait refusé. Donc, je pense que vous vous rappelez, il y avait des versions customisées d'Internet Explorer pour certains FAI à une époque.
Les versions d'Internet Explorer se succèdent rapidement, pas seulement sur Windows. Brad Silverberg pense que l'importance n'est plus Windows, c'est vraiment le web. Donc le web est disponible sur n'importe quelle plateforme. Donc il faut que Microsoft amène ses technologies sur n'importe quelle plateforme. Et donc fin 1995, Internet Explorer pour Mac est disponible également. Un grand pas. Internet Explorer pour Mac? Oui. T'as dit, oh là là. Bah oui. Donc celui-ci, Internet Explorer, rattrape Netscape sur la plupart des fonctionnalités, et ils ajoutent une petite fonction sympathique, importer les paramètres et les favoris de Netscape directement dans Internet Explorer 2. Ainsi, l'utilisateur a rien à faire, il peut passer de Netscape à Internet Explorer sans rien perdre, ce qui est très pratique pour lui. C'est des fonctionnalités qu'on retrouve encore aujourd'hui. Voilà. Alors, de plus, Brad Silverberg prend une grande décision, il décide de fournir gratuitement Internet Explorer à tous les utilisateurs Windows sans qu'ils aient à acheter Microsoft Plus. Et même pour les utilisateurs de Windows 3.1 et de Windows NT 4. D'accord. C'est-à-dire qu'il fait une version également pour les anciennes, gratuite pour les anciens Windows. Putain. Alors, c'est bien, parce que ça permet à Microsoft d'avoir un navigateur gratuit et donc de tuer complètement Netscape qui est payant. Mais c'est pas bien pour quelqu'un d'autre, pour Spyglass, qui avait signé avec Microsoft un petit accord. Il leur donnait le droit d'utiliser leur code pour faire Internet Explorer. En échange, ils avaient un pourcentage sur les ventes de Microsoft. Alors maintenant, ils ont des millions d'utilisateurs d'Internet Explorer, et donc ils ont 1 million de fois $0. Et donc, ils n'ont rien. Et bon, ils ne sont pas très contents. De plus, vous vous souvenez qu'ils fournissaient leur code à d'autres clients également. Et les autres clients qui faisaient des navigateurs à partir de la technologie Spyglass, ils ne vendent plus rien non plus, puisqu'il y a Internet Explorer gratuitement pour tout le monde. Et donc comment tuer une entreprise? Voilà, il faut bien comprendre que Spyglass a vendu sa technologie à, par exemple, 120 compagnies, et il y en a une qui vient de tuer les 119 autres. Donc voilà, Spyglass est mort. La tôle. Et enterré. Ils ne pourront rien faire parce que c'était légal. C'est comme ça. C'était peut-être pas très moral, mais c'était légal. Donc Microsoft a complètement tué Spyglass et Internet Explorer écrase totalement la concurrence en étant gratuit. Et c'est là que les choses dégénèrent. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc, du côté de MSN, la montée du web oblige la team à faire des changements majeurs. Pour l'instant, c'était une application qui n'était pas basée sur le web, avec des services Microsoft propriétaires. Avec MSN 2, le service va s'ouvrir partiellement au web. L'équipe a développé une sorte de MSN Prime Viewer, qui serait une surcouche d'Internet Explorer, qui permettra d'accéder au contenu MSN. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore totalement sur des contenus web, mais on va dire qu'ils ont fait une sorte de plugin qui permet d'accéder depuis le web à MSN. Pouh, ça fait beaucoup de chemin détourné, ça. Oui, bon, on n'est pas encore totalement... Ils avancent. Ouais. Donc, ce nouveau MSN 2.0 est lancé donc, le 10 décembre 1996. Au passage, il lance un nouveau site d'actualité, MSNBC, qui est un partenariat entre Microsoft et la chaîne d'information NBC. Donc, MSNBC, donc. Au passage, Microsoft lance avec NBC une chaîne d'information au réel sur la télé du même nom, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. MSNBC existe encore aux États-Unis. Oui. Un site de jeu en ligne Microsoft lié à MSN est lancé également, The Internet Gaming Zone, qui deviendra rapidement populaire. Microsoft ferme ses services propriétaires MSN et les remplace par des services libres basés sur le web. Par exemple, ils ferment leur chat MSN, leur chatroom MSN, ils remplacent ça par un chatroom Microsoft MSN basé sur IRC, le protocole de chat ouvert d'Internet. Ouais. C'est la même chose pour les newsgroups d'MSN, les forums, qui sont remplacés par des forums basés sur les technologies du web, comme des plugins Internet libres, comme Usenet. MSN 2, c'est un grand pas en avant, c'est plus ouvert, plus libre, mais ce fut pas un grand succès quand même parce que les contenus étaient trop riches, ils essayaient de balancer des vidéos, des fichiers audio, et il faut bien imaginer qu'à l'époque, la plupart des gens avaient du 33K ou du 56K ou pire. Ouais, tu m'étonnes. Personne n'avait assez pour utiliser les contenus de MSN, et même s'ils avaient... À part les universités. Voilà, c'est ça. Et même s'ils avaient le temps de télécharger, le problème, c'est que la plupart des gens payaient encore Internet à la minute, et donc s'il fallait passer 1 heure pour télécharger une vidéo MSN ou je sais pas quoi et regarder quelque chose, c'était peut-être pas le meilleur plan, et donc pas grand monde au final utilise MSN, même après cette deuxième version. D'accord. Alors, sur la slide d'ailleurs, vous voyez un petit
un petit exemple de la guerre qui se profile à l'époque. C'est à quoi ressemblait le site The Internet Gaming Zone, donc le site pour jouer en ligne de Microsoft à l'époque. Et vous pouvez voir un petit logo Microsoft Internet Explorer à l'époque, à gauche, et le petit message qui s'affiche. On est désolé, mais Internet Gaming Zone ne supporte pas les anciens systèmes d'exploitation ou Netscape. Alors, c'est la petite guéguerre qui se forme à l'époque où un site va être optimisé pour Internet Explorer ou pour Netscape, et lorsqu'on arrive sur le site avec l'autre navigateur, on a un petit message qui nous dit non, tu n'utilises pas le bon, avec un petit bouton pour le dire d'aller télécharger le navigateur pour lequel le site est conçu. Ça existe toujours, ça. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a toujours et que je trouve toujours aberrant, quoi. Oui. Surtout que maintenant, on a quand même le W3C. Non, mais le W3C a quand même des standards qui sont partagés par tout le monde, et je n'arrive pas à comprendre ça, qu'il y ait toujours des gens qui s'amusent à ça, quoi. Là, quand tu ouvres certains services, Google avec Edgehome, tu as encore ce type de message. Alors, tu peux le passer, mais Google te signale que, attention, c'est pas du tout, le site ne fonctionnera pas sur ce navigateur-là. Et puis ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Alors, moi aussi, j'ai eu récemment à aller sur un Google Drive pour récupérer des fichiers. C'était pour récupérer des PDF. Hein, et impossible d'ouvrir les PDF à partir de Firefox. Ah bon? J'étais obligé. Avec Firefox, impossible. Je suis passé par Edgehome, ça a marché. J'ai pas Chrome, donc j'ai pas pu essayer Chrome. Mais voilà, Firefox, ça marchait pas. Et Edgehome, qui utilise Chromium en moteur, c'est passé. Et je trouvais ça assez révoltant, quoi, que des fonctionnalités de base comme ça ne soient pas supportées, enfin, soient bloquées intentionnellement. Oui, c'est encore des petites guerres pathétiques pour moi. Je trouve. Totalement. Ah oui, totalement. À ce niveau d'entreprise, c'est pathétique. Bref. Microsoft s'arrange rapidement donc pour que le Internet Gaming Zone ne fonctionne pas avec Netscape. Ouais. Oui. Bon. Donc, MSN, lui, qui est toujours pas un grand succès, va être relancé une 3e fois avec une version 2.5, dont le nom de code est Metro. Alors, tiens. Oui, ce nom de code reviendra un peu plus tard. En fait, MSN 2.5, c'est le MSN. Désolé, j'ai pas d'image, j'ai pas trouvé d'image d'époque. Il n'y a pas beaucoup d'images du milieu des années 90, malheureusement, qui traînent. Le MSN 2.5, c'est le MSN moderne, en fait. C'est le portail web MSN qu'on a encore aujourd'hui avec les news, l'actualité, et c'est celui qui deviendra un succès. D'accord. Plutôt que d'essayer d'envoyer beaucoup de contenu vidéo, audio, ils décident d'envoyer beaucoup de contenu texte, des actualités qui seront facilement lisées pour tout le monde depuis un navigateur web et qui ne seront pas très lourdes à charger, ce qui est la même chose. Oui. Ou limite avec une vidéo, mais que l'utilisateur lance ou pas selon son bon vouloir. Oui. Donc, pendant ce temps-là, l'équipe Internet Explorer de Brad Silverberg ne fait que grandir. De 6 personnes qui travaillaient à l'origine pour Internet Explorer 1, on a 100 personnes pour Internet Explorer 3. 100 personnes. Waouh, c'est dingue. L'équipe IE se voit un peu comme l'équipe Mac de Steve Jobs 13 ans plus tôt, l'avant-garde d'une révolution qui prépare le futur et qui va changer toute l'industrie. Pour Internet Explorer 3, l'équipe revoit le produit entièrement. Ils se débarrassent complètement du code qui avait été acheté chez Spyglass. Et ils réécrivent entièrement Internet Explorer chez Microsoft. Donc, ils le réécrivent de façon plus modulaire, afin que les composants puissent être mis à jour de façon séparée, et que le navigateur puisse être intégré à d'autres technologies Microsoft et Windows. Justement, dans l'optique, par exemple, à ce qu'ils deviennent l'explorateur de fichiers de Windows par défaut, comme c'est prévu également. D'accord. Donc, dans les nouveautés, il est également le premier navigateur pour Windows à supporter le CSS. D'accord, les feuilles de style. Les feuilles de en style. français. Peut-être que l'un de vous... Christophe, 2 mots sur le CSS? Le CSS, c'est toujours utilisé actuellement, donc il y a des variantes maintenant un peu plus évoluées que ça. On peut faire maintenant des animations, des mouvements, enfin c'est très 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 riche le CSS3. Mais initialement, en fait, pourquoi c'est Cascading Style Sheet, c'est-à-dire que tu peux définir soit au sein de la page HTML, donc ça c'est pas le bon plan, ou soit dans une feuille séparée, .css, des styles en cascade. Imaginons, vous allez dire, tiens, ce paragraphe-là, je vais l'appeler paragraphe de texte, ou enfin, lui donne un nom, mon paragraphe. Tu vas lui dire, lui va être en gras, et après, à l'intérieur, c'est en cascade, je veux dire, le paragraphe-là, s'il contient un sous-paragraphe, je lui donne un style complémentaire au premier style. Vous comprenez un petit peu? Oui. Des styles en cascade.
Ça s'imbrique. Ça permet un peu de séparer le fond de la forme pour moi. Totalement. C'est ça. Totalement. Exactement. Et puis au niveau CIO, enfin, comment on appelle ça? Le référencement, c'est super important. D'accord, je ne savais pas. De séparer ce que tu dis là. D'accord, oui. Le fond et la forme. En plus de l'ajout du support du CSS, Microsoft ajoute également dans Internet Explorer 3 l'ajout du support du JavaScript. Alors, le JavaScript, c'est un langage inventé par Netscape qui devient de plus en plus populaire. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'origine, les pages web sont juste des documents statiques. Le serveur envoie la page HTML au navigateur qui l'affiche. Une fois qu'elle est affichée, elle ne bouge plus. Alors, Netscape, vu que Microsoft vient d'arriver et que c'est un grand danger, il décide qu'il faut quand même faire évoluer le web, qu'il lance un grand truc pour que Netscape soit mieux qu'Internet Explorer. Et il décide de travailler avec Sun, qui a déjà à l'époque créé Java, le langage qui devient assez populaire, afin de créer un langage qui utilisera une syntaxe similaire à Java. Celui-ci s'appellera le LiveScript et permettra donc de rendre les pages web plus dynamiques. C'est-à-dire qu'une page web, une fois qu'elle sera chargée, elle pourra encore avoir des éléments qui bougent, du texte qui bouge, des animations. Elle ne sera plus statique comme elle était avant. Alors ce langage qui devait s'appeler à l'origine le LiveScript s'appellera finalement le JavaScript. En fait, il n'y a pas vraiment de lien direct avec le Java, mais il décide que comme le Java est populaire, si on l'appelle JavaScript, il va sûrement devenir populaire plus rapidement également. D'accord. Alors JavaScript était disponible sur Netscape dès 1995. Et Microsoft se doit de l'ajouter également dans Internet Explorer. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas l'appeler JavaScript, puisqu'il faudrait faire un accord avec Sun, qui est un ennemi, pour le nom Java. Et donc, ils appellent leur version du JavaScript le JScript. Au final, malgré le nom différent, ils ont développé le JScript principalement par rétro-ingénierie, en regardant comment le JavaScript de Netscape fonctionne, et il fonctionne globalement de manière similaire. Alors, malheureusement, vous vous rendez compte que 25 ans après, c'est toujours énormément utilisé, quoi. Et maintenant interprété. Ce que je vous disais tout à l'heure de WebAssembly, ça reste parfois de l'interprétation. Pas WebAssembly, pas ça, mais actuellement, mais c'est monstrueux JavaScript et Java. Oui, c'est monstrueux. Je ne sais plus où est-ce que j'avais dit ça. C'est l'assembleur du web, ce que les gens disaient. Après, j'imagine que c'est un langage qui a évolué quand même depuis 20 ans. Oui, mais personne n'aurait imaginé au début, j'imagine. Personne n'aurait imaginé ce que le JavaScript sera devenu. Oui, ça a été une telle importance maintenant. Ouais. Alors, à l'époque, malheureusement, Microsoft, le JavaScript, le JScript de Microsoft n'est pas 100% compatible avec le JavaScript de Netscape. Ce qui fait que pour faire un site web avec du JavaScript qui fonctionne de la même façon sur Internet Explorer et sur Netscape, il faut faire un code compliqué. Alors, ça va renforcer cette mentalité de l'époque où chacun choisit son camp. Soit tu fais un site qui fonctionne bien sur Netscape, soit tu fais un site qui fonctionne bien sur Internet Explorer, et tu t'embêtes pas avec l'autre. Ça, c'est nul, c'est pas le web, ça. Bah oui, mais bon. Voilà. Ouais. Mais bon, les deux compagnies encouragent ça, parce qu'ils fournissent des logos sites prévus pour Internet Explorer ou sites prévus pour Netscape. Donc bon, c'est... Tu pouvais rajouter en bas, tu avais des petits trucs là, validés par tel truc, compatible, C'est le jeu. On l'a fait. Bref. Avec Internet Explorer 3, donc, qui sort en août 1996, Silverberg veut mettre le web partout. Internet ne doit pas être confiné seulement au navigateur, il va devoir faire partie du système de Windows, de toutes les applications, et la structure modulaire d'Internet Explorer 3 permettra cette révolution. Chaque application Windows pourra afficher des éléments HTML du web. D'accord. La stratégie de Silverberg est un grand succès. Les 30% de parts de marché sont atteintes par Internet Explorer quelques mois après la sortie d'Internet Explorer 3. D'accord. Donc en fait, ils ont été très très bons. Oui. Et ils avaient beaucoup d'argent également. Oui, mais forcément ça marche, ça aide. Et ils ont vendu ça gratuitement. Forcément. Ils ont vendu ça gratuitement, tu as dit. Oui, pardon. Oui. Ils l'ont vendu, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. C'est ce qu'ils ont donné à... Ouais, si, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, gratuitement. Donc, avec Internet Explorer 3, il lancé un petit nouveau programme qu'on voit sur la slide. C'est Microsoft Mail on News Service. Alors, vous imaginez de quel programme actuel ce programme est l'ancêtre? Courrier Outlook. Oui, Outlook, oui. C'est pareil. Oui, Outlook, courrier, si vous voulez. Donc, cette application sera renommée à terme Outlook Express dans les versions suivantes, pour se connecter à Outlook, qui sera la version professionnelle de l'application Mail de la suite Office. Par contre, tout ce qui était newsgroup, ça va être dégagé. Pardon? Oui, mais
C'était Tout ce qui bien est aussi. newsgroup a été dégagé. Oui, parce qu'à l'origine, ça permettait de se connecter à la fois au serveur mail et au newsgroup, mais les newsgroups sont un peu tombés en désuétude lorsque ça a été remplacé par des forums web. Oui. Ouais, bah. J'utilisais moi. Oui, moi aussi. Ouais. Donc, ici, on parle d'un client mail qui va rechercher donc, nos emails depuis un serveur mail. Et évidemment, les serveurs mail doivent tourner également sur certaines applications. Microsoft, chez eux, ils ont leur propre serveur mail pour l'interne, pour la compagnie, hein, pas pour les clients. Et ces serveurs mail tournent sur leur vieux Xenix. Ils avaient codé ça dans les années 80 et ils n'ont jamais fait évoluer ça jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, à partir de 1993, ils se disent que ça serait bien quand même de moderniser leur système de mail interne et de faire tourner ça sur Windows NT. Donc, ils développent un nouveau système de client mail, un nouveau système de serveur mail pour Windows NT qui s'appellera Exchange. Je pense que D'accord. Ça n'existe pas encore maintenant, Exchange. Voilà. Donc, la migration de tous les employés Microsoft de Xenix vers Exchange sera terminée courant 1996. Alors ça me fait penser à quelque chose dont tu nous parlais il n'y a pas longtemps dans les Lifetime. C'est toujours le stagiaire avec ses clés USB ou avec sa disquette à l'époque qui faisait les migrations de compte mail ou... Parce que c'est vrai. Ça a l'air d'être sacrément long et galère, hein, les migrations de serveurs mail, j'ai l'impression. Après, je ne connais pas grand-chose, mais ça doit être compliqué quand même pour que ça prenne des années. Non, mais pour rappeler, c'était quoi? C'était il y a 2 ans, il y a eu un changement au niveau de l'architecture sur Outlook. Ils ont passé ils ont coupé les anciens serveurs Hotmail, et ils ont fait passer tout le monde sur les serveurs Exchange Outlook 365 modernes. Voilà. C'est un peu la même chose. Et ça a mis 18 mois quasiment à se faire. Quasiment 2 ans. Ouais, quasiment 2 ans. Et c'est vrai que tu avais notamment fait la blague du stagiaire qui migrait les comptes avec sa clé USB. Voilà. C'était pour remettre dans le contexte. Et on voit que c'était un peu la même chose à l'époque déjà. C'est ça. Rapidement, donc ils se disent qu'ils ont développé quand même un système de serveur mail pas mal pour l'interne, et que vu que ça marche bien, il se serait bien de le vendre. Et donc, ils décident de proposer Exchange à leurs clients également comme serveur mail pour Windows. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter Exchange pour faire son propre serveur mail chez lui. D'accord, c'est pas bête. C'est surtout pour les entreprises. En général, les particuliers ne vont pas faire ça. Non. Donc, cette première version d'Exchange est mise sur le marché en mars 1996. Rapidement, la team Exchange se dit que il se passe beaucoup de choses chez Internet Explorer et sur le web, et que ce serait bien de pouvoir accéder à ces emails, pas seulement depuis une application comme Microsoft Mail and News Service, mais pouvoir y accéder également directement depuis le navigateur. Donc d'avoir un webmail. Bah oui, d'avoir un webmail. Et on pourrait y accéder depuis n'importe quel PC, n'importe quel OS, n'importe quel navigateur, ce serait une très bonne chose. Alors, dès 1997, dans la deuxième version d'Exchange, ils ajoutent la possibilité d'avoir une interface web, Exchange Web Client, une application web qui va permettre d'accéder à ces emails. Et ça, c'est fort, ça. Alors, cette première version, elle est basique, pas très stable et un peu codée de façon avec des hacks un peu partout. Ils ont utilisé du JavaScript, côté serveur avec Microsoft ASP. Je pense que Christophe connaît ça. ASP, en fait, c'est Active Server Page. Et en fait, si vous voulez, c'est effectivement un langage côté serveur qui existe toujours et qu'on utilise toujours et qui va être après utilisé pour dynamiser les pages web. La suite de ça, c'est quand vous connaissez tout le monde maintenant, enfin non, peut-être pas, mais ASP.NET qui est sorti en 2002. Et voilà, toujours grandement utilisé. Si vous connaissez que de nom, beaucoup, je pense, connaissent le PHP, qui est un langage assez populaire, je dirais, où tout le monde apprenait. ASP, c'est un peu l'ASP.NET, c'est un peu ça, quoi. Vous enrichissez vos pages, mais côté serveur, et elles sont envoyées au client. Le code est interprété chez l'hébergeur. Chez le client. Vous voyez la petite nuance? Oui. Voilà, c'est ça. Ce qui va permettre d'actualiser la page côté serveur et de l'envoyer au client lorsqu'il y a un nouveau mail qui arrive, au final. Disons qu'après, ça va être une technologie pour éviter de recharger des pages statiques, comme tu disais tout à l'heure. Et entre deux, il y avait la technologie Ajax. Ça, c'est plus tard. C'est plus tard. Oui, on y arrive dans le prochain épisode. Oh, pardon, excusez-moi. Ne va pas trop vite. J'allais dire Ajax, en fait. Oui. Ajax, justement, ça n'existait pas encore. On en parlera au suivant. Je pensais, tu vois, excusez-moi. Alors. Non, justement, vu qu'il n'y avait pas encore Ajax, justement, ils avaient fait des systèmes un peu bidouillage avec ASP comme ils pouvaient, mais c'était pas très fonctionnel encore. C'était. Le XHTML qui arrive après. Là. Donc,
Donc, de fait, cette première version de Exchange Online est vraiment assez basique. Apparemment, il n'y avait que 2 couleurs. Encore une fois, je n'ai pas trouvé de screenshot de l'époque. C'est vraiment un truc de milieu des années 90. Il n'y a pas beaucoup de traces. Capture écran. Bah oui, puis surtout que j'imagine que tout le monde a mis à jour ensuite son serveur à la version suivante, et donc il n'y a plus personne qui a ça. Bref, oui. Mais apparemment c'était vraiment très basique, mais c'était fonctionnel, c'était les premiers à faire ça, donc c'était quand même le premier webmail à fonctionner apparemment, donc c'était quand même un grand pas en avant. Ah, je veux bien croire. Ah oui. Donc d'autres services que Microsoft lance sur le web à l'époque, c'est des services liés à MSN, donc plutôt pour les particuliers. Donc par exemple, un petit service qui apparaît sur la page du site MSN, c'est le service Friend Online, c'est-à-dire Amis connectés. C'est-à-dire que si 2 personnes sont connectées sur MSN en même temps sur le site, eh ben, ça sent pas la messagerie. Bah oui, il y a un petit icône qui apparaît qui permet de lui envoyer un message. Alors pour l'instant, c'est très basique. Voilà. Il faut que les 2 soient sur la page web en même temps. Mais bon, c'est le début de ce qui va devenir MSN Messenger à terme. D'accord. MSN ajoute également une barre de recherche et le service MSN Search à son site, parce que le web, c'est super pratique, c'est génial, on peut trouver tout, mais la question, c'est comment on trouve les choses. Pour trouver les choses, ce qui est inventé, c'est les premiers moteurs de recherche, des moteurs qui vont aller chercher et indexer toutes les pages qui existent sur le web et permettre à l'utilisateur de chercher directement ce qu'il trouve. Alors les premiers, je pense qu'on a Yahoo, AltaVista, j'en oublie. Lycos. Ouais, voilà. Voilà. Et Microsoft lance le sien, MSN Search, qui devient très rapidement, je crois, le moteur de recherche le plus populaire, jusqu'à ce qu'il soit éclipsé par d'autres sites dans son garage quelques années plus tard, qui vont lancer leur propre moteur alternatif. On en reparlera plus tard. On en reparlera, voilà. Moi, j'utilisais Copernic à l'époque, en 96. Copernic, ouais, je me suis servi de Copernic aussi à un moment. Mais c'était une application pour Windows, pas un moteur web de mémoire. C'est une application qui faisait les recherches à ta place sur plusieurs moteurs. Mais une application, c'est marrant. Un métamoteur de recherche. C'est ça. Oui, je me souviens. Ouais. Ça existe toujours. Oui, je me souviens que je faisais des recherches sur Copernic et ensuite je me déconnectais pour pas payer Internet pendant que je cherchais les sites intéressants et après je me reconnectais pour y aller les voir. C'était vraiment Internet payé à la minute. Ah oui, voilà. Donc, alors tout ça c'est vraiment pas mal, ça rend Microsoft très populaire sur le web, mais pour Jim Alkin qui dirige la division Windows, c'est pas génial, c'est pas un succès. Il considère même que c'est le désastre. Oui, Internet Explorer prend des parts de marché, oui, il y a des choses intéressantes, mais c'est quoi le but? En quoi un navigateur Internet, en quoi tous ces services MSN vont aider Microsoft et Windows à gagner de l'argent? La publicité. Ah, peut-être, mais bon, à l'époque, apparemment, c'est pas évident pour eux. Donc, avec Silverberg qui est occupé par le groupe Internet, Alkin, il a été mis en charge, il a récupéré les restes du groupe Windows 95 également, qui ont été combinés dans le groupe Windows NT. D'accord. Donc, ceux qui ne sont pas partis travailler sur le web. Ouais. Donc, eux préparent la future version de Windows qui doit normalement faire passer les gens de Windows 95 à Windows NT. Le problème, c'est que Windows NT est toujours trop lourd, pas assez compatible pour les PC de l'époque, et donc ils se rendent compte qu'il ne sera pas fonctionnel avant des années, et que s'ils veulent sortir une nouvelle version de Windows, il faudra que celle-ci soit encore basée en partie sur MS-DOS comme Windows 95, et donc ils lancent un projet d'un dernier Windows non NT, Windows Memphis 98. Windows 98. D'accord. Alors, le développement de Windows 98 va vraiment pas être simple, parce que tous les meilleurs programmeurs de l'équipe Windows 95 sont partis avec Silverberg dans l'équipe Internet Explorer. Donc, Alkin, en fait, il a récupéré une équipe Windows où tous les leaders sont des différents sous-teams sont partis chez Internet Explorer. Donc, c'est vraiment pas génial. C'est la Bérésina, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, de plus, Silverberg, il ne s'arrête pas. Il crée encore de nouveaux produits Internet, notamment Outlook Express, FrontPage, on en a parlé tout à l'heure, qui permet de faire des petits sites web simples, et d'autres petits utilitaires web, et il donne tout ça gratuitement aux utilisateurs de Windows 95. Mais c'est gentil, ça. Voilà. Alors, Alkin, lui, il arrive et il dit, oui, mais si vous donnez tout ça gratuitement aux gens qui utilisent Windows 95, qu'est-ce que je vais utiliser comme argument pour vendre Windows 98, moi? Ah, ça, c'est pas bête, ça, quand même. Bah oui. Mais c'est pas le pire. C'est que le pire pour lui, c'est que le contrôle du shell Windows, de l'interface graphique de Windows, la partie la plus importante, elle est toujours entre les mains de la team Internet Explorer. Et que donc, lui, il développe Windows, mais c'est la team d'Internet Explorer qui décide à quoi va ressembler Windows. Et lui, c'est l'histoire de Edge. Pardon. Ah oui. Non, rien. Je disais, on dirait l'histoire de Edge.
Edge V1. Ouais, oui, la première version. L'équipe moteur, l'équipe fenêtre. Alors, cette situation-là, elle est complètement intenable à terme pour les équipes parce que c'est la guerre totale. Et Alkin pose un ultimatum, il veut au moins reprendre le contrôle chez Windows dans la team Windows. Ce qui serait quand même logique, quoi. Oui. C'est pas déconnant ce qu'il demande. Alors, le supérieur qui est chargé de réconcilier les deux hommes par Bill Gates, c'est Paul Maritz, qui est un peu le numéro 3 de Microsoft à l'époque, derrière Gates et Ballmer. D'accord. Alors là, il y a une sorte de guerre d'email qui se lance pour essayer entre Alkin et Silverberg, qui essayent tous les deux de convaincre Maritz qu'ils ont raison. Alors chacun essaye de gagner ses faveurs. Alors lui, il penche un peu de tous les côtés en temps, il a du mal à se décider. Dans un premier temps, il se positionne plutôt en faveur de Silverberg, parce qu'il pense que le web c'est le futur. Mais Bill Gates, il arrive et dit ouais, mais quand même Windows c'est notre cœur de métier, c'est là où on gagne le plus d'argent, donc finalement Maritz change d'avis et il décide plutôt de favoriser Alkin. Alors, à la suite de cette décision, il y a une grande réorganisation qui a lieu en octobre 1996 et la division plateforme et outils Internet de Silverberg est renommée plateforme Internet Explorer. Division Internet Explorer. Alors, c'est quand même beaucoup moins ambitieux. On passe de plateforme Internet à Internet Explorer. De plus, on convainc Brad Silverberg de récupérer au passage la division Office en même temps. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre. Il n'avait pas trop envie, mais en fait, on l'a un peu forcé à le reprendre. C'est une façon d'espérer qu'en ayant Office sous le coude avec la division Internet en même temps, eh bien, il commencera à favoriser l'interaction du web avec les produits Microsoft plutôt que ceux de la concurrence. D'accord. Voilà, c'est un peu de la politique interne. Oui. Donc, à l'époque, il y a un grand projet qui a lieu entre la team Office et la team Windows, qui est celui de simplifier l'expérience utilisateur. Alors là, on rentre dans un sujet assez complexe. Avec Windows 95 et le bureau, on avait déjà bien simplifié l'expérience utilisateur, mais il se trouve qu'avec Windows 95, beaucoup de gens achètent un PC, des gens non professionnels qui n'ont jamais acheté de PC, qui n'ont jamais utilisé de PC au bureau. Leur première expérience d'ordinateur, c'est lorsqu'ils allument leur PC Windows 95, qu'ils ont allumé, ils le branchent chez eux, ils l'allument, ils sont sur le bureau, ils n'ont jamais utilisé de PC avant. Et bam, ça plante. Voilà. Pardon. Ils ont souvent, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a eu ce cas, beaucoup. Et également, souvent, on leur a vendu Office avec pour une imprimante où ils impriment documents, je ne sais pas quoi. Et donc, ils lancent Word 95. Et là, il y a 50 menus, 50 toolbars en haut, et ils comprennent absolument rien. C'est pas du tout naturel. Voilà, ils trouvent que c'est très compliqué. Et la plupart des gens pensent que les ordinateurs sont intelligents. Et donc, ils pensent que les ordinateurs devraient faire le travail pour eux, qu'eux ne devraient pas avoir C'est là où tu as un assistant vocal. Voilà. Et tu dis, Cortana, imprime-moi tel document. Ben oui, c'est ça. Ils pensent que les ordinateurs devraient faire le travail pour eux. Et donc, Microsoft se dit que c'est peut-être une bonne idée d'avoir des assistants dans Windows et dans Office. Et donc, ils se tournent vers l'équipe éducation de Microsoft qui faisait déjà des petits jeux éducatifs pour Windows. On en a un là sur la slide, où il y avait des assistants pour les enfants. Alors, on pouvait voir Monsieur Maxi là, sur la slide, qui est en train de parler et expliquer un peu à l'enfant comment il va utiliser son programme éducatif. Et il pense que cette petite idée d'assistant peut être ce qui va permettre aux utilisateurs de mieux utiliser Windows et Office de façon plus simple. La naissance de l'IA. Voilà, c'est ça. Donc, l'équipe éducation et la team Windows sont inclus dans un projet commun avec la team Office pour essayer de simplifier l'utilisation des PC. Alors, le premier produit de cette collaboration est tristement célèbre. Il s'agit de Microsoft Bob. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, par toi, oui. Mais sinon, non. Voilà. Alors, Microsoft Bob, c'était une idée de remplacer l'explorateur Windows pour les particuliers par une sorte de maison. C'est-à-dire qu'on allumerait le PC, on a la maison qui s'ouvre comme ça. Et ça remplacerait le bureau Windows entièrement. C'est-à-dire que si on veut lancer Word, on clique soit sur le papier, soit sur le crayon. Si on veut lancer Outlook ou le Outlook le calendrier, on clique sur le calendrier derrière. Si on veut regarder l'heure, on clique sur l'horloge derrière. Vous voyez un peu l'idée? Ouais. C'est pas con quand même. Ben non. Apple a fait ça et rappelez-vous les débats avec au métro à l'époque de Windows 8 et puis il y avait les débats entre les designers de ce métro et puis le scoformisme d'Apple qui faisait une bibliothèque. En fait, finalement, c'était ça, quoi. Oui, c'est déjà ça, oui. Ben oui. Enfin, donc l'utilisateur
est dans une maison avec différentes salles, différents objets. Chaque objet correspond à une application du PC. Et donc, c'est comme ça qu'il va interagir avec son PC. Alors, il y a un petit chien, au passage, j'aurais pas dû mettre il est derrière ma slide, il est derrière mon Microsoft Bob, vous voyez là? Le titre, ouais. Voilà, oui, on voit bien le petit chien. On voit quand même. Donc, il s'appelle Rover, et il cherche d'assistant qui va guider l'utilisateur dans la maison. Et je sais pas, je pense que vous avez déjà vu ce chien. Est-ce que vous savez où vous l'avez déjà vu? À la place de Clippy? Non. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez tous déjà vu, forcément. Je l'ai vu sur Twitter tout à l'heure, mais ça n'avait aucun rapport. Ce chien est réapparu dans le menu de recherche de Windows XP. Quand on faisait une recherche dans Windows XP, c'était le chien qui apparaissait. J'ai jamais eu de chien dans Windows XP. Vous êtes sûr? Normalement. Moi, j'en ai jamais. Moi, je me souviens qu'à chaque fois qu'on faisait une recherche dans Windows XP, on avait le chien. Petite parenthèse, c'est à cette époque qu'est née la police Comic 100. Police créée par un designer qui s'appelait Vincent Connard. C'est Vincent Connard, c'est comme ça. Quand il vit la bêta de Microsoft Bob, qui utilisait la police Time menu roman dans la bulle de Rover, le petit chien, il décida de créer une nouvelle police qui était fondée sur l'écriture manuscrite des bandes dessinées, des comics en fait. Et le terme 100, en fait, il indique l'absence d'empattement. Vous savez, les petits, quand vous finissez une boucle avec un petit trait au-dessus ou en dessous, etc. Et le MS, bien sûr, désigne Microsoft, donc Comics 100 MS. Et il termina son travail de cette police un peu trop tard pour qu'elle puisse être incluse dans Microsoft Bob. Mais les programmeurs de Microsoft 3D Movie Maker, plus tard, l'ont choisi pour leur programme. Entre-temps, Comics 100 MS commença à circuler par tous les employés de Microsoft qui s'en servaient pour leurs messages de fête d'anniversaire, d'annonces, d'événements, etc. Et après, elle devient la police qui était vendue avec les versions OM de Windows 95. Donc, elle était incluse dans le système aussi. Et puis finalement, cette police, elle devient une des polices par défaut de Microsoft Publisher plus tard et d'Internet Explorer. Et Comic a aussi été utilisé comme le Microsoft Comic Chat qui était sorti en 96 avec IE3 qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est une police qui est très mal aimée des designers, mais elle fait partie quand même des polices actuellement recommandées pour les dyslexiques. Très intéressant aussi à savoir. Ouais, il y a Open Dyslexic aussi qui marche pas mal. Mais là, on parle d'une police privée et puis d'une open source. Oui. Bah, elle est open, dyslexique. Voilà. Ok, merci beaucoup Christophe pour cet intermède de font. Musical. Non, de font. Allez, Florian. Donc là, on parlait de Windows. À toi la suite. On parlait de Windows, mais dans la team Office, ils décident de reprendre cette même idée d'assistant, travailler ensemble. C'était le projet simplifier l'ordinateur. Et donc, ils font des tests avec des utilisateurs qui n'ont jamais utilisé de PC. Ils les mettent devant un Office qui a un petit assistant qui va les aider. Et ils essayent de voir si ça va fonctionner ou pas. Alors l'idée, c'est que l'utilisateur ne va pas avoir besoin d'aller chercher quelque chose dans les menus. Le programme doit devoir comprendre tout de suite ce que l'utilisateur est en train de faire. Par exemple, si tu es en train d'écrire cher Intel, cher mamie, je ne sais pas quoi, le programme doit comprendre que tu es en train d'écrire une lettre et te proposer des choses qui vont t'aider à écrire la lettre. Si l'utilisateur est perdu, il pourra avoir un petit bouton pour appeler directement l'assistant tout seul également. Mais l'idée, c'est vraiment que normalement, il ne devrait jamais avoir à faire ça. L'assistant devrait venir de lui-même. Par exemple, si l'utilisateur n'arrête pas de faire des CTRL-Z, annuler, il a écrit quelque chose, il annule ce qu'il a fait, il n'arrête pas de se planter, le programme comprend que l'utilisateur ne sait pas ce qu'il veut faire, et donc l'assistant doit débarquer et dire bah, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quoi le problème? Alors, des premières bulles d'Office sont développées avec des assistants. Elles sont présentées à Bill Gates. Alors, Bill Gates, lui, il essaye de créer un graphique sous Excel avec l'assistant sans utiliser les menus, en parlant à l'assistant. Et ça lui prend 3-4 minutes. Il arrive à le faire. Alors là, tu as Steven Sinowski qui est en l'équipe qui faisait la présentation à Bill Gates, qui attend la réaction de Bill Gates, parce que parfois c'est un peu violent. Et il leur dit, en me montrant l'assistant, j'ai envie de tuer le clown. D'accord. Voilà. Il venait de lire ça en fait. Voilà. Donc lui, il trouve ça ultra chiant, horrible, et qu'on a envie de tuer l'assistant tellement il est chiant. Bref, c'est pas très positif. Mais ils font quand même des tests avec des utilisateurs non professionnels, des gens qui n'ont jamais utilisé Office avant, et c'est un grand succès. Par exemple, la slide qu'il y a derrière, c'est une slide qui montre un test avec un utilisateur, la réaction d'un utilisateur en temps réel. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il posait une question à l'assistant, on voyait l'assistant qui était en train de penser avec la fumée qui sortait de son
de sa tête. Et l'utilisateur disait oh, c'est génial, il pense, c'est super bien fait comme truc. Et donc, bon, il y avait des réactions plutôt positives du public qui testait les assistants. Et il y avait le choix, non, dans les assistants? Il me semble me souvenir qu'on pouvait choisir plusieurs assistants. Oui. Un petit peu après, c'est peut-être Office 98, je sais plus. C'est Office 97, tout ça. Mais oui. D'accord, en 97. fait, il y a eu l'assistant par défaut qui va être donc Clippy, on s'en souvient tous. Et il y a eu plein d'assistants alternatifs qui ont été faits. Et il y avait même un outil pour que les entreprises puissent créer leur propre assistant. D'accord. Et il y a eu quelques soucis culturels, ça c'est un petit peu des choses dont j'avais pas prévu de parler, mais il y a eu des petits soucis culturels avec certains pays comme le Japon, où ils se sont plaints, l'équipe Microsoft du Japon s'est plaint que les assistants avaient tous 4 doigts, et pas 5. Parce que c'est plus simple à animer des personnages à 4 doigts qu'à 5. D'accord. Donc c'était pas embêté. Et apparemment, c'est un truc culturel, au Japon c'est très mal vu des personnages qui ont 4 doigts, je sais pas trop pourquoi. Il fallait leur mettre des moufles. Ils ont dû faire des assistants spéciaux rien que pour le Japon et certains autres pays. Et donc, il a fallu adapter vraiment ça pour que ce soit. Alors qu'avec un trombone, t'étais pas emmerdé. Quoi. Pardon ? C'est ça, le trombone, il a pas de doigts. Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça que je ne sais pas ça, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Clippy au final, parce que moi, là, ils n'avaient pas à s'embêter. Donc, voilà à quoi ressemble donc, le fameux Clippy sur Office 97. Je pense que vous vous rappelez. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous le connaissez pas ? Non, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà Clippy en version 1997. Alors. Vu qu'il y a quand même certaines personnes qui réagissent de façon très négative aux assistants, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes réagissent de façon très négative. Ils décident d'ajouter un peu la mort dans l'âme, une possibilité de le désactiver. À l'origine, ils ne voulaient pas, hein, mais ils décident de. Moi, c'est ce que je faisais. Voilà. Alors, à la sortie de Office 97, les reviews sont très très positives, mais rapidement, la tendance s'inverse. Microsoft a voulu aller beaucoup trop loin, ils ont voulu penser à plein de cas. Ils ont voulu que l'assistance aide l'utilisateur tout le temps, en fait. Et finalement, c'est trop parce qu'il s'active toujours. Et il n'apprend pas au fil du temps. Il faut bien imaginer que c'est pas connecté au web. À l'époque, ça fonctionne entièrement sur le PC local. Et donc, si on n'en a pas besoin lorsqu'on écrit une lettre, à chaque fois qu'on va écrire une lettre, il va continuer d'arriver. Et très rapidement, ça va se saouler. La première fois, c'est marrant. Oui. Et après, c'est plus très marrant. Donc, au final, c'était une bonne idée, mais c'était un peu trop tôt. Peut-être qu'il fallait faire quelque chose qui soit plus intelligent, capable d'avancer, d'apprendre, connecté au web. Et ce fut pas un grand succès. Rapidement, les critiques arrivent à fond sur les assistants et la plupart des gens les désactivent. Et Clippy sera finalement mis un peu en retrait. Clippy et les assistants seront finalement mis en retrait au fil des versions suivantes de Office avant de disparaître, je crois, sur Office XP. Donc l'idée était bonne, mais c'était trop tôt. Et comme Steven Sinofsky a dit à l'époque, être trop tôt ou avoir tort, c'est la même chose. Arriver trop tôt ou avoir tort, c'est la même chose, pardon. Et vous savez que c'est après pour d'autres produits. Oui, Christophe. Petite parenthèse, dans mes premières versions de logiciels Sodiasoft en 99, j'avais intégré en fait un agent Microsoft. Et en effet, on pouvait les installer et je pouvais interagir avec mes programmes. Et vous savez comment maintenant? C'était un composant COM. Ah oui. D'accord. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment génial. Hein. Moi, en fait, quand tu ouvrais le programme, ça te rappelait tes derniers devis ou factures que tu avais pris. Est-ce que tu veux les rouvrir? Tout ça. C'était vraiment marrant. Et les utilisateurs pouvaient choisir aussi leur. Alors moi, par défaut, j'installais un agent, mais tu pouvais après les customiser. Comme disait Flobo, il y avait d'autres agents, mais après certains étaient sous copyright, tu devais les acheter. Bon, là, c'était au choix. Et quand je l'ai enlevé, parce que je l'ai enlevé il y a peut-être une dizaine d'années, et j'ai des clients qui m'ont dit putain, c'est dommage. Parce que oui, en plus, j'avais dit ouais, bonjour, aujourd'hui on fête les machins. C'était. J'ai toujours le prédécesseur d'Almanac. Voilà, tout à fait. Et moi, mon préféré, c'était Merlin. C'était celui-là qui était mis par défaut à l'ouverture des programmes. Mais c'était sympa. Hein. Moi, j'adorais. Ça me manque maintenant, hein, finalement. Ah oui. Moi, ça me manque pas, j'avoue. Mais ça me manque, mais ils étaient un peu cons. Mais en fait, c'était à toi de les programmer. Et maintenant, je trouve que de toute façon, à l'heure actuelle, les bots, pour moi, c'est toujours encore une belle connerie. Pardonnez-moi, mais pour moi, c'est des trucs qui me font chier à mourir. Ils ne sont pas encore assez interactifs et intelligents. Mais un vrai bot avec comme ça une petite représentation, ça m'aurait bien plu qu'une Cortana qui n'est juste qu'un micro et qu'un texte à taper. Quoi. Ouais. De toute façon, c'était vraiment, faut être honnête, c'était les précurseurs de Cortana, Siri, Alexa, machin. C'est la même idée, hein. C'était juste trop tôt. Après, c'était plus personnalisable, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que ça revienne. À voir.
Et je vous ai mis un lien là où en fait vous pourrez le mettre peut-être dans le billet, mais tout à fait. Vous pouvez les retrouver en interaction qui sont refaits en JS JavaScript. Ah. Oui. Tu as Clippy en JavaScript et Est-ce que vous vous souvenez que Clippy est revenu sur Office Web pendant un jour il y a quelques années? Non. Ils l'ont rajouté une soirée. Ah ouais, juste pour le fun? Oui, et puis après ils l'ont enlevé le lendemain. Je crois que c'était le 1er avril, peut-être quelque chose comme ça. Je sais plus. D'accord. Ben voilà. Donc, pour revenir à notre histoire, donc, le petit programme connecté, l'autre partie, la partie pour Windows, Microsoft Bob, lui, ce sera un échec encore plus flagrant. Tout le monde dit que c'est nul et ce sera considéré comme l'un des plus pires logiciels de tous les temps. D'accord. Donc voilà. Juste un des pires, en fait. Donc, on a fait une petite diversion par Office et Windows. C'était d'ailleurs le but de donner la division Office à Silverberg, pour qu'ils ne pensent plus au web et qu'ils reviennent un petit peu plus dans les produits phares de Microsoft. Pendant que Silverberg était occupé donc avec Office, Elkin pense que la situation est mieux, il a plus de contrôle sur Windows, mais pour lui, ça reste pas assez. Il pense que l'équipe Internet Explorer entière doit être attachée et sous la division Windows. C'est-à-dire que on aura la dernière version d'Internet Explorer pour Windows et seulement pour Windows, plus Internet Explorer pour les autres, pour les anciens systèmes. Voilà. Internet Explorer, ce sera juste un composant de Windows, rien d'autre. Et entièrement sous son contrôle, bien sûr. D'accord. Il était un petit peu autoritaire, ce monsieur, non? Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Après, c'est un peu raide. Je pense que c'est quand même à l'époque, Windows et Office, c'est la poule aux œufs d'or chez Microsoft, donc... ils veulent vraiment rien qui puisse concurrencer ça. Ouais. Voilà. Bref, Elkin n'a pas complètement tort, puisque au moins sur le plan d'intégration de Internet Explorer comme interface graphique de Windows, ça n'avance pas du tout. L'équipe IE fait un peu ce qu'elle veut de son côté, et elle s'en fiche un peu de Windows, pour être honnête. Et donc le développement du nouveau shell Windows Internet Explorer pour Windows 98 avance pas du tout. Et donc, on arrive au point où l'équipe Windows 98 avance sans ça, et Windows 98 se retrouvera probablement avec le même shell que Windows 95. D'accord. Ce qui est un peu embêtant. Bah oui. Bon, côté vraiment Internet Explorer, en tout cas, c'est mission accomplie pour ce qui est des parts de marché. C'est-à-dire qu'elle ne cesse d'augmenter, alors que celle de Netscape ne cesse de chuter. De ce côté-là, sur le web, c'est gagné. Netscape et Java ont été contenus, et Microsoft commence à régner en maître sur le web, comme il règne déjà sur les systèmes d'exploitation PC. Ah là là, trop de domination. Voilà, ça va pas bien finir, ça. Ouais, non, ça va craquer. Alors, pour beaucoup de monde, c'est bon. On a contenu la menace. Maintenant, on peut repasser sur Windows. Il n'y a plus besoin de mettre autant de moyens sur IE. De moyens sur le web. Bah oui. Pourtant, Silverberg pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il continue de pousser les développeurs à faire de plus en plus d'applications web pour tous les systèmes et pas de se contenter du vieux Windows. Ouais. Alors, sans être trop pour Elkin, et Bill Gates, finalement, il est d'accord avec Bill Elkin. Puisque, en plus, dans Office 97, Silverberg, il pousse également pour qu'on se débarrasse des formats Office, Docs, XLS, PPT pour PowerPoint. Oui, PPT, maintenant c'est PPTX, mais ouais, PPT. Non, mais ça c'est nouveau, avant c'était PPT. Oui, non, mais ça c'est nouveau, ça c'est depuis 2007. Enfin, nouveau, ça fait 10 ans. Donc, il veut que Office enregistre ses documents automatiquement en HTML. Et ainsi, les documents Office sont consultables de façon sans problème avec Internet Explorer sur n'importe quel... Il serait consultable. Serait consultable sans problème avec Internet Explorer ou sur n'importe quel navigateur web. Qui serait bien, ma foi. Alors, ça voudrait dire que les documents Office pourraient être ouverts avec Netscape ou n'importe quel autre navigateur futur. Ouais. Alors ça, honnêtement, là, il était déjà en train de frôler un peu sur les bords avec ce qu'il faisait. Ouais, il était à la limite du carton rouge. Et là, il a dépassé la ligne rouge. Là, Bill Gates sort carton rouge directement. Là, tu sors. Là, tu t'arrêtes. Donc, pas d'HTML pour Office, qui continuera d'utiliser les formats propriétaires Docs, PPT et XLS. Alors, Bill Gates, là, il fera un grand recadrage en envoyant un long email à tous les employés de la boîte en disant que les produits et technologies Microsoft doivent favoriser Microsoft, pas les autres. Alors, c'est pour Microsoft le début d'une grande recentralisation sur Windows et d'une mise à l'écart des standards ouverts du web.
Et petit à petit, le groupe de Silverberg, qui est de plus en plus mis de côté, un peu rabaissé, est vu à l'intérieur de Microsoft comme une équipe ennemie, comme un nouveau Netscape qui va faire disparaître les produits phares Windows et Office. Alors, évidemment, ça les motive pas à continuer à travailler bien. Et donc, l'équipe, elle commence à avancer de moins en moins vite. Et Brad Silverberg prend des congés de plus en plus longs. On va dire qu'il prend des absences de quelques mois par-ci par-là, parce que voilà, il est plus très heureux. En bateau faire le tour du monde avec un iPhone. Peut-être ça. Pardon. Au PDC 1997. Donc à la conférence PDC 1997, un an après la conférence où Brad Silverberg avait annoncé que le web c'était le futur et tout ça, eh ben, on ne parle plus du tout d'Internet et du web, on parle seulement de Windows et du futur de Windows. Donc chez Microsoft, il y a une sorte de révolution Internet avec le groupe de Silverberg en 1995 et une contre-révolution qui a eu lieu en 1997 où on abandonne un peu tout ça et on se reconcentre entièrement sur Windows. Mais bon, l'histoire n'est pas finie. Il va encore avoir quelques conflits entre le web et Windows dans le prochain épisode, qu'on verra très bientôt, avec le développement de Windows 98 et la suite donc, du conflit entre Brad Silverberg et Jim Elkin. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. C'est tout déjà? T'as déjà fini? Là. Bon. Ben écoute, moi j'aurais bien envie de connaître la suite, là, ce qui se passe quand on arrive à Windows 98. Ouais, ben écoute, j'ai découvert plein de choses grâce à toi ce soir. Merci beaucoup Florian, c'était quand même fort agréable de retrouver la M-Story. Merci Christophe pour tes petits détails supplémentaires que tu as pu nous distiller avec passion. Alors, tu vas nous parler de quoi dans le prochain épisode, Flobo? Tease-nous un petit peu ce qu'il va y avoir. Alors, dans le prochain épisode, en fait, c'est vraiment la suite directe de cet épisode, puisqu'on a la suite et fin du conflit entre la team Windows et la team Office. Et je ne vous dirai pas qui va gagner. On va dire qu'on a la suite du développement de Internet Explorer, avec la suite du développement de Windows 98, avec justement cette tentative de créer un nouveau shell qui va intégrer Internet Explorer et Windows. Vous vous souvenez d'Active Desktop? Oui. C'est ça, voilà, on y arrive. Plein de nouveaux projets de Brad Silverberg qui continue de penser que le web c'est le futur. Plein de nouveaux bâtons dans les roues de Jim Elkin qui continue de penser qu'il faut que tout mettre sur Windows. Et ben c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. D'accord, donc tu veux dire qu'on va se préparer à une bataille rangée entre deux camps et on comptera les blessés et les morts. C'est souvent le cas dans l'histoire de Microsoft. Ouais. Bataille rangée entre les camps. Ça tranche dur. Ça va trancher. Ok, Christophe, on compte sur toi pour le prochain épisode. Pareil, quelques anecdotes à nous donner. Je suis là, pas de souci, j'adore. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si jamais vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur la chaîne YouTube dans la playlist M-Story, comme Microsoft Story, tout bêtement. En attendant, rendez-vous à la prochaine M-Story. Je ne peux pas vous dire précisément la date, ça dépendra de notre camarade Florian, le temps qu'il nous rédige tout ça. J'espère qu'on mettra un petit peu moins de 10 mois quand même. Il est déjà quasiment écrit, le suivant. Il est déjà quasiment écrit. Bon, voilà, on va profiter des vacances de Florian pour enchaîner les enregistrements. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux pour le faire connaître et puis que les gens connaissent un petit peu plus l'histoire de Microsoft. Merci Christophe d'avoir été là. Merci Florian pour tout ton travail d'écriture, de préparation et de recherche. On se dit à jeudi prochain. Pour le montage. Attends, il n'est pas encore fait celui-là. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Lifetile qui sera enregistré normalement jeudi prochain, mais je suis pas sûr que cet épisode sorte avant le Lifetile. Enfin, on verra bien. Allez, ciao, à bientôt et au prochain épisode. Salut. Ciao.